working hard. We hope we're making careful progress, but we have big gaps. עדיף שלא יהיה הסכם כלל מאשר הסכם רע שיסכן את ישראל, את המזרח התיכון ואת האנושות כולה. Novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Morning sur i24 News. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'émission aujourd'hui, dont voici tout de suite le sommaire. 24 novembre, c'est donc le jour de la date butoir pour un accord sur le nucléaire iranien. Et pourtant, les diplomates de chaque camp se montrent pessimistes. Des rumeurs de prolongation des pourparlers circulent déjà dans les coulisses de la diplomatie à Vienne. On fait le point dans un instant avec notre envoyé spécial sur place, Mathias Inbar. Et puis le gouvernement israélien serait-il au bord de l'implosion? Le débat autour d'une loi polémique sur l'État-nation, État-nation du peuple juif, divise à nouveau la coalition. Tzipi Livni et Yair Lapid s'y opposent fermement. Reste à savoir si ce que Binyamin Netanyahou sera prêt à faire pour assurer l'unité de son gouvernement. Et puis enfin, vous verrez en Indonésie, une informaticienne tunisienne, Fatma Ben Gouefrache, a remporté ce vendredi l'élection de Miss Monde Muslima. Elle est présentée comme la riposte musulmane au concours de beauté occidentaux. Voilà, il est 8h à Tel Aviv et j'accueille ce matin Ali Waked, bonjour, consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et musulman, Jacques Neria, ancien officier des renseignements militaires israéliens, bonjour, et Cyril Amar, bonjour Cyril. On va tout de suite se rendre à Vienne, là où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar, qui est là depuis quelques jours. Mathias, bonjour. Donc le jour J est arrivé, cette fameuse date butoir que tout le monde attendait, et pourtant la perspective d'un accord n'a jamais semblé aussi lointaine, Mathias. Oui, tout à fait, Éléonore, et vous le voyez sans doute derrière moi, le jour ne s'est pas encore levé à Vienne ce matin, il fait toujours aussi obscur, et obscur c'est justement le terme employé par la plupart des délégations ici. Alors certes, les rendez-vous se sont multipliés ces derniers jours, je peux vous dire que des délégations arrivent et repartent de manière plutôt intensive, notamment celle de John Kerry qui a enchaîné au moins une dizaine de rendez-vous hier, des délégations de plus bas niveau entre Américains et Iraniens. Mais bref, les discussions enchoppent toujours sur 2 points centraux, notamment la quantité d'uranium enrichi. Et puis la levée immédiate des sanctions, c'est ce qu'exige Téhéran. Les 5+1 ne sont pas prêts du tout à accepter une levée immédiate. Ils voudraient que ce soit échelonné. Puis il y a d'autres points de discorde, notamment sur la centrale d'Arak d'eau lourde de plutonium, qui les Iraniens ne sont pas prêts, en tout cas, à y voir débarquer très rapidement les inspecteurs de l'AIEA. Mathias, on entend depuis hier notamment des rumeurs sur la prolongation des pourparlers de la part notamment de diplomates américains. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que ce sont des rumeurs que vous avez entendues également ici à Vienne? Complètement. C'est ce qui est dit depuis hier soir. Lorsqu'on discute ici avec les journalistes iraniens, vous pouvez imaginer, pas face caméra, parce qu'eux-mêmes disent vouloir demander l'autorisation d'abord de Téhéran, mais en tout cas les langues se délient dans cette petite salle de presse à notre disposition, et eux disent finalement on semble se diriger vers un accord dit politique. Pourquoi politique? Parce qu'ils ne veulent pas de confrontation, ils ne veulent pas de point de non-retour entre les délégations, ils veulent que le travail continue à se faire pendant ce temps. C'est ce qu'on véritablement devrait voir dans les prochaines heures. On annonce une déclaration commune des 5+1 ou de l'Iran autour de midi heure locale concernant la prolongation de 3 voire 6 mois de discussion, sachant tout de même
que John Kerry, alors toutes les délégations repartiraient à la maison et John Kerry, il faut le savoir, sera là début décembre pour le sommet de l'OTAN à Bruxelles, également à Londres, et on se dit ici dans les délégations que les John Kerry et Jawad Zarif pourraient de nouveau se rencontrer déjà début décembre. Un dernier mot, Mathias Sinbar, sur l'arrivée hier du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Il devait s'entretenir avec justement Mohamed Javad Zarif. Est-ce qu'on en sait plus? Qu'est-ce que l'on sait de cet entretien? Écoutez, c'est assez particulier parce que M. Lavrov n'a pas tenu à se prononcer face à la presse. Il a complètement esquivé les caméras. Il est rentré immédiatement dans son hôtel, un visage plutôt serré, notamment lors de sa rencontre avec Franz-Walter Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères allemand. Alors, il l'a rencontré, oui, Jawad Zarif. Il a été question, bien évidemment, de ce contrat signé le 11 novembre dernier, de la construction de 2 nouvelles centrales nucléaires. Il faut le savoir, la Russie joue un rôle tant diplomatique que commercial avec l'Iran, mais pas d'autres indices, en tout cas, ont filtré de cette rencontre. On le sait, la Russie essaye également de rapprocher l'Arabie Saoudite et l'Iran. On le sait, Prince Faisal, le ministre des Affaires étrangères saoudien, était présent hier à Vienne. Il n'a pas rencontré, bien évidemment, les Russes. Il a rencontré John Kerry. La question entre les deux puissances, une sunnite et l'autre chiite, principalement, c'est autour du pétrole. C'est en tout cas ce qu'annonce Téhéran. Téhéran accuse Riyad de vouloir baisser le cours du pétrole et donc rentrer moins d'argent dans les caisses iraniennes, parce que vous savez, depuis janvier, depuis la levée partielle des sanctions, l'Iran a le droit d'exporter plus d'1 million de barils bruts par jour. Merci beaucoup, Mathias Sinbar, en direct de Vienne, en Autriche. On reviendra vers vous tout au long de cette édition. Ali Waked, Mathias Sinbar, on vient de l'entendre nous parler du rôle finalement que la Russie est en train de prendre dans ces négociations. Ça vous étonne de voir la Russie au devant de la scène ? Non, ça ne tombe pas du tout. On a besoin d'un médiateur, qui sera capable d'imposer un compromis entre l'Iran et la communauté internationale. C'est drôle parce que du côté, la Russie fait partie de ce groupe de B+1, mais la vérité c'est que la position russe, surtout quand on sait le contexte ukrainien, etc., la position russe elle est plus proche de celle des Iraniens que de celle de B+1 auquel appartient la Russie. Si jamais on a besoin de médiateur qui garantira le compromis possible, c'est d'un côté la prolongation de ces négociations et le transfert de ce qui a été déjà enrichi de l'uranium, il sera transmis à la Russie pour permettre l'Iran d'avoir du nucléaire civil. Ça va être la Russie et personne et pas d'autres États. Mais les positions, malgré cette médiation russe, les écarts sont encore très importants, très éloignés entre l'Iran et la communauté internationale. L'Iran est déterminé de faire partie du club nucléaire pour des buts civils, selon le guide suprême et les autres leaders iraniens. Et la communauté internationale, malgré ce qui paraît comme une faiblesse et un manque de fermeté, la communauté internationale est décidée d'éviter une possibilité que l'Iran fasse partie de ce club nucléaire. Et donc, on a besoin de cette médiation russe. Alors, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? On parle de prolongation des discussions, des pourparlers. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour les Occidentaux et pour les Iraniens? Finalement, c'est un échec. C'est tout simplement, ça prouve la faiblesse, je dirais, de l'Occident face à l'Iran. Ça rappelle, je dirais, surtout à Vienne, d'autres négociations qui se sont passées dans le siècle dernier. C'est un échec pour les Occidentaux, pour l'instant, c'est un échec parce que pour l'instant, derrière cela, il n'y a pas encore, je dirais, le marteau qui tapera sur l'enclume. On ne sait pas que les sanctions sont le marteau? Les sanctions ont été levées en partie, donc pour l'instant, pour amener ces sanctions-là, ça sera difficile. Si jamais le président américain est devant un grand problème, parce que son congrès est un congrès qui est anti-iranien. Et donc, essayer d'alléger les sanctions aujourd'hui, ce n'est pas dans ce vocabulaire-là, ce n'est pas dans son lexique. C'est tout juste le contraire. Donc, l'administration américaine lutte contre deux fronts. D'un côté, les Iraniens qui jouent le jeu donc des lettres persanes de Montesquieu, donc qui continuent leur manipulation, leur sophistication, et de l'autre côté, ils disent au côté, vous voulez prolonger, donc nous avons la négociation, nous avons des
conditions pour cela. Alors, ce qui est étonnant, c'est-à-dire que les Iraniens sont en position de force ici. Mais on parle de grandes divergences. Finalement, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est la question des centrifugeuses? Est-ce que c'est la question du rythme de la levée des sanctions? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à un accord? C'est la question du nucléaire iranien. C'est toute la C'est question. pas seulement les centrifugeuses ou les réactions... doit se doter de l'arme nucléaire et la position internationale qui craint cette éventualité. Maintenant, les techniques sur le nombre de centrifugeuses, sur le pourcentage d'enrichissement de l'uranium, c'est le symptôme, à mon avis, du grand problème. C'est l'idée que la communauté internationale pense que toute possibilité d'un État islamique, d'une république islamique nucléaire, même si c'est pour des buts, civils, débouchera en fin de compte sur un Iran qui peut avoir la bombe nucléaire. Le Premier ministre ici sur ce journal a parlé hier des missiles et que tout le projet nucléaire a pour but de pouvoir porter sur ces missiles des têtes nucléaires. C'est le but des Iraniens. Maintenant, est-ce que la proposition internationale sera suffisamment généreuse pour que les Iraniens reportent leur projet et non pas l'annulent, reportent leur projet nucléaire? Est-ce qu'on sait aujourd'hui où en est? Est-ce qu'on sait avec certitude où en est le programme nucléaire de Téhéran? Si on laissait les Iraniens faire à leur guise, en 2 mois, ils sont nucléaires. En 2 mois. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop Je tard? pense que Jacques Méria exagère. En 2 mois, ils peuvent être en nucléaires. 2 mois, ils sont Il y a là-bas. des sanctions. On a vu des experts nucléaires iraniens disparaître. On a vu des explosions mystérieuses avoir lieu. J'ai bien dit si on laissait les Iraniens faire à leur guise. Pour l'instant, on le fait pas. Jacques, vous êtes d'accord que chacun se prononce sur où se trouve l'Iran par rapport à la fabrication d'une arme nucléaire? Finalement, est-ce qu'on sait avec certitude où on est l'Iran aujourd'hui? Les services de renseignement, je dirais, savent très bien où se trouvent les Iraniens. Il y a un autre point, une différence près. Enfin, les évaluations ici et aux États-Unis et en Europe sont les mêmes. Complètement d'accord avec Jacques Méria, mais dans ce contexte, on néglige le rôle que l'Iran peut jouer dans cette grande bataille entre la communauté internationale et entre le djihadisme salafiste qui vise l'Iran presque de la même mesure qui vise l'Occident. L'Arabie saoudite était pressée pour être présent à Vienne pour éviter une entente entre la communauté internationale et entre l'Iran selon des rapports de services secrets saoudiens. Il y a une redirection, il y a une dérive dans la politique américaine vers l'Iran aux dépens des pays sunnites. Il y a toute une partie dans le State Department et dans le Pentagone qui pense que le combat direct, la lutte directe qui affrontera l'Occident va être avec les pays, avec le sunnisme djihadiste et non pas avec l'Iran, et que l'Iran peut faire partie de ce combat anti-État islamique, anti-Al-Qaïda, surtout au moment où les groupes djihadistes essayent de se regrouper. Allez, C'est ce que les Iraniens ont réussi à convaincre le monde qu'ils sont du bon côté. Alors que finalement, on sait très bien que les Iraniens, avec Hezbollah, avec le régime syrien, ont tout simplement décimé 200 000 Syriens. Il y a 6 millions de réfugiés en Syrie. C'est un régime qui est complètement décimé, qui a détruit tout ce qui est autour. Et on se retourne aujourd'hui sur Daesh et sur l'État islamique, qui est en fait la réponse sunnite face à l'offensive iranienne. On va revenir sur le dossier iranien dans un instant, mais avant, c'est l'heure de la revue de presse. Avec vous, Cyril Labarre, on va faire le tour un peu de la presse israélienne. Et les journaux israéliens ne parlent pas de l'Iran ce matin, mais reviennent sur ce projet de loi très controversé qui menace la stabilité du gouvernement israélien. Oui, alors c'est qu'au terme d'un débat particulièrement houleux, nous dit le Israel Hayom ce matin, le gouvernement israélien a approuvé hier par 14 voix pour et 6 voix contre un projet de loi qui vise donc à renforcer le caractère juif de l'État d'Israël. Alors un petit rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, ce projet de loi prévoit de ne plus définir Israël comme un État juif et démocratique, mais comme l'État-nation du peuple juif, et ce, dans les lois fondamentales qui, vous le savez, font office de constitution, puisqu'Israël n'est pas encore doté d'une constitution. Alors les ministres centristes, Yair Lapid et Tzipi Livni, sont ceux qui ont voté contre, parmi les 6. La coalition gouvernementale est donc, selon le Israel Hayom, au bord de l'implosion, car dans 48 heures, c'est le Parlement qui devra se prononcer, la Knesset, sur ce texte. Et si les ministres récalcitrants
Bertrand devait s'y opposer, eh bien, il pourrait être limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Voilà ce que titre en une ce matin le journal gratuit proche du pouvoir Israël Hayom. Ce sera donc le chaos au sein de la coalition, titre de son côté le Jérusalem Post. Cité par le journal en langue anglaise, le conseiller juridique du gouvernement Yehuda Weinstein a quant à lui estimé que cette loi affaiblirait le caractère démocratique de l'État d'Israël. Alors pas de panique, relativise de son côté le journal de gauche Haaretz, puisque hier, c'est la version la plus radicale du projet de loi qui aurait été entérinée selon le journal, mais le vote qui devrait être donc porté au Parlement pourrait être ajourné pour permettre au gouvernement précisément de trouver un compromis et de présenter un texte beaucoup plus édulcoré. Alors, il y a certains commentateurs qui s'interrogent sur le bien fondé de cette loi, Cyril. Alors voilà, à commencer par Bendror Yemini, l'éditorialiste du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. À quoi bon vouloir renforcer le caractère juif de l'État d'Israël, s'interroge le journaliste ce matin. La judaïté d'Israël serait-elle en mal de reconnaissance? Notre pays souffrerait-il d'une carence de judaïsme? Non, non et non, martèle le journaliste, avant d'illustrer son propos. Le plan de partage de la Palestine mandataire, par exemple, dont on célébrera dans quelques jours le 60e anniversaire, mentionne le terme, alors l'éditorialiste a compté, pas moins de 29 fois, on retrouve le terme État juif dans ce plan de partage. Dans la déclaration de l'indépendance également, texte constituant de l'État d'Israël, il écrit noir sur blanc que l'État d'Israël est un État juif. La loi du retour également qui a été légiférée en ce sens. Bref, les deux principales lois fondamentales également, à valeur constitutionnelle, elles aussi juxtaposent les termes juifs et démocratiques. Alors à quoi bon légiférer davantage, conclut le journaliste, à moins que, comme le ministre des Finances Yair Lapid, vous pensez qu'en tentant de promouvoir ce texte de loi, le Premier ministre Netanyahou cherche à durcir le ton pour séduire un électorat de droite en prévision des élections primaires du Likoud qui se tiendront, comme chacun sait, à la fin du mois de décembre. Bien entendu. Et Bendror Yemini n'est pas soupçonné d'avoir d'idées de gauche et d'être critique vis-à-vis du gouvernement. Très bon journaliste. Les opposants sont des deux côtés, de droite et de gauche. C'est une loi qui est tout simplement aberrante, qui n'ajoute en rien au caractère juif de l'État d'Israël. En tout cas, c'est une loi qui divise beaucoup. Il y a un autre domaine qui inquiète Benjamin Netanyahu, vous le savez, c'est évidemment le projet nucléaire iranien. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet hier. Il a accordé une interview exclusive à Jean-Charles Banoun dans le Grand Direct. On va en écouter tout de suite un extrait. On en reparle juste après. Oui, je crois que ce qui est dangereux, c'est de donner à l'Iran la possibilité et le donner un pouvoir militaire de renoncer aux sanctions avant de démanteler en fait sa capacité nucléaire. C'est ça, à mon avis, qui est dangereux. Et je crois que l'alternative à une mauvaise affaire, ce n'est pas la guerre, mais c'est de continuer les sanctions, d'en prendre des plus effectives. Et c'est ce qui aurait dû avoir lieu. Et c'est la seule chose qu'ils comprendront. Leur permettre d'avoir des milliers de centrifuges, cela n'est pas possible. C'est une erreur. Il ne faut pas les laisser continuer à construire les missiles intercontinentaux. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà des missiles. Ils ont besoin de ces missiles pour toucher la France, pour toucher l'Europe, pour toucher les États-Unis. Et ces missiles n'ont qu'une seule chose, ce sont des têtes nucléaires. Donc, l'Iran a un programme nucléaire militaire, ils veulent faire des bombes atomiques et ils veulent arriver à leur capacité de seuil et ils veulent que l'on élimine toutes ces sanctions. Ce n'est pas un problème uniquement pour les pays du Moyen-Orient, tout sauf les pays d'Assad, mais également c'est un danger pour l'Europe, pour les États-Unis et pour tout le monde. Ce serait une erreur grave. Ne laissez pas un pouvoir nucléaire aux mains d'un régime médiéval. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.
Voilà, on vient d'entendre le Premier ministre israélien. Alors on sait que l'Iran est le cheval de bataille de Benyamin Netanyahou depuis longtemps maintenant. Oui. Est-ce qu'il a encore un poids aujourd'hui? Est-ce que son avis compte? Je pense que l'avis d'Israël compte de ce fait que l'Occident regarde Israël comme quelqu'un qui pourrait, gêner leur projet face à l'Iran. C'est-à-dire que essayer de maintenir ou de tenir Israël dans une laisse assez tendue pour ne pas laisser Israël se déchaîner. Donc il y a ce potentiel de déchaînement d'Israël qui pourrait, je ne dis pas actuellement, mais qui pourrait, je dirais, changer toutes les cartes du jeu en attaquant par exemple l'Iran. Je ne pense pas que ce soit le cas, ce n'est pas le cas maintenant, mais simplement un potentiel est toujours là. Israël a une capacité de le faire, donc cette capacité de nuisance est à neutraliser par l'Occident. Donc tant que ça existe, ça aide l'Occident à continuer son attaque ou son offensive contre l'Iran pour réduire l'Iran d'un état nucléaire à un état semi-nucléaire. Mais on a l'impression ces dernières semaines, quand on entend les commentateurs et les experts parler, que ce sont des négociations qui se font surtout entre Téhéran et Washington. On entend les différentes réunions entre John Kerry et différents diplomates iraniens. Finalement, est-ce que les autres puissances occidentales ont autant intérêt que les États-Unis à arriver à un accord avec l'Iran? Mais le principal problème, c'est les principaux fournisseurs de la technologie nucléaire. Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie. La Russie a donné une technologie civile. Tout le reste, c'est l'Occident, c'est les Italiens, les Allemands, les Français, un peu partout, je dirais, dans le monde où les Iraniens ont réussi à avoir et acheter une technologie de pointe dans ce domaine-là. On a vu ce cas-là se répéter avec l'Irak à l'époque et avec la Syrie de notre côté. Et puis, il ne faut pas oublier, de notre côté, loin dans l'Asie, il y a Phnom Penh qui, elle aussi, attise, je dirais, le feu. Donc, je dirais, les Européens participent et ceux qui mènent le jeu, ceux qui conduisent le jeu sont les chefs, pour l'instant, ce sont les Américains, parce que naturellement, les Américains se regardent dans le miroir en disant « nous sommes les policiers du monde, nous sommes les policiers globaux ». Donc, dans ce cas-là, la responsabilité ultime tombe sur leurs épaules. Et malheureusement pour M. Netanyahou, l'Occident ne partage pas avec Israël la définition du seuil nucléaire. Qu'est-ce que signifie le seuil nucléaire et quelle est l'étape où on ne peut plus retourner et donc... On n'y est pas déjà arrivé à ce seuil nucléaire? À mon avis, on n'est pas encore là. Et le pourcentage d'enrichissement et le nombre dont on parle sur les centrifugeuses nucléaires iraniennes ne permettent pas à l'Iran demain matin de se doter de l'arme nucléaire. Ils le permettent, comme l'a dit Jacques Neria, de pouvoir très rapidement avancer vers ce but. Mais il faut se rappeler d'une chose très importante. En Iran, il y a deux têtes. Il y a la tête qui négocie, qui représente l'aile réformiste du régime, et il y a la tête qui dicte l'ordre du jour et les décisions définitives, et c'est le guide suprême, et l'aile conservateur. Et dans ce contexte iranien, la communauté internationale, les pays qui négocient avec l'Iran ne veulent pas affaiblir l'aile réformiste, parce qu'en Iran, même ceux qui sont anti-programme nucléaire ne veulent pas voir l'Iran humilié, ne veulent pas voir des dictats occidentaux qui ont imposé à l'Iran de se renoncer à son programme nucléaire. Donc il faut faire ça d'une façon très intelligente. Et à mon avis, le signe le plus important, c'est l'entente américo-saoudienne, de faire de sorte que les prix du pétrole baissent et l'Iran en souffre. Donc les Israéliens, à mon avis, ont tort d'interpréter les sanctions imposées déjà sur l'Iran. Ces sanctions ont des traces très claires sur l'économie iranienne, et c'est ces sanctions qui poussent l'Iran de flexibiliser sa position par rapport à la position qu'elle avait il y a 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous voulez dire, mais dans ce que vous venez de dire, mais j'aimerais attirer votre attention sur les Iraniens, justement, qu'on parle des Iraniens, parce qu'aujourd'hui, le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait une prolongation de ces négociations. Donc c'est pas sûr. C'est pas sûr. Pour l'instant, les Iraniens sont en train de jouer les durs. Les Iraniens jouent les durs, mais en tout cas, John Kerry a proposé, il semblerait que ça aille plutôt dans cette direction. Si les Iraniens, la délégation iranienne revient en Iran avec cette prolongation de quelques mois, ou voire d'une année, comment les Iraniens prendront cette prolongation? Est-ce que c'est un échec pour les Iraniens? Est-ce que finalement...
comme il y a déjà une levée partielle des sanctions, ça leur a déjà permis de respirer, ils peuvent se le permettre. Qu'est-ce que ça représente? Pour l'instant, écoutez, on a dit tout à l'heure que si jamais il y a une prolongation, c'est un échec pour l'Occident, c'est naturellement par logique. Mais pourquoi c'est une victoire pour les Iraniens? Parce que les Iraniens sont arrivés à ne pas céder. Ils n'ont pas cédé sur les positions qui ont été demandées, exigées par l'Occident. Donc ils sont restés sur leur position. Ils ont peut-être, dans les marges, accepté certaines modifications, mais sur le fond, ils n'ont pas changé. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il faut tout simplement souligner le fait que si jamais l'Iran continue dans sa lancée, ce n'est pas le fait que l'Iran devient une entité nucléaire, mais c'est tout le Moyen-Orient qui va bouger. Les Turcs ne vont pas accepter cette situation, les Saoudiens, le monde arabe ne va pas accepter d'être sous la menace iranienne nucléaire. Il va essayer de parer de trouver une parade. Donc on est dans une course nucléaire qui va débuter, et c'est pour cette raison-là qu'il est très important de limiter aujourd'hui les dégâts. Eleonora, je serais d'accord avec Jacques Neria sur un échec éventuel de l'Occident et une victoire iranienne si la prolongation signifiera aussi une levée partielle des sanctions iraniennes, chose qui n'est pas sur l'ordre du jour de ces négociations. Et deux, si cette prolongation inclura aussi un système d'inspection beaucoup plus sévère, beaucoup plus dur, qui permettra à l'Occident d'inspecter le site et le plan nucléaire iranien et d'être sûr que les Iraniens ne progressent pas au cours de ces négociations vers le seuil nucléaire. Alors, une question, parce que je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. On a vu avec l'Inde, avec le Pakistan, avec la Corée du Nord, finalement tous ces pays qui ont dépasser le seuil nucléaire. Pourquoi les Occidentaux ont cette telle obsession avec l'Iran? Pourquoi finalement ne pas laisser l'Iran s'enrichir? Alors vous avez bien dit, c'est l'effet de domino. Le Pakistan et l'Inde, donc ce sont d'un côté de l'autre. De l'autre côté, les Chinois et les Nord-Coréens. Donc tout le monde est à partir du moment où il y a un partenaire donc à la frontière qui commence à être nucléaire, c'est une contagion. C'est une contagion. Donc automatiquement, c'est l'Iran. Alors c'est l'Azerbaïdjan. C'est l'Iran, c'est l'Irak. L'Iran, c'est la Turquie. L'Iran, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les pays du Golfe. Tout va se réveiller. Et on sait quels sont les contacts du monde arabe avec le nucléaire pakistanais. Donc ça existe, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'ignorer. Donc à partir de ce moment-là, c'est le principal, je dirais, le principal problème de la région, c'est de se lancer dans une course nucléaire effrénée. Les Égyptiens l'ont déjà signifié. Nous n'allons pas accepter cette situation-là. Et naturellement, tout le monde arabe va suivre. Des répercussions, comme vous dites, l'effet domino. Merci beaucoup, Jacques Neria. Merci, Ali Waqued, d'avoir été avec nous. À suivre, si accord est trouvé, la levée des sanctions profiterait à l'Iran, bien sûr, mais aussi à de nombreuses entreprises européennes avides de renouer des liens commerciaux avec la République islamique. On voit ça dans un instant, juste après le journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. Si le monde entier a les yeux rivés vers Vienne aujourd'hui, un autre pays qui voit d'un très mauvais œil un accord potentiel avec Téhéran, c'est bien entendu Israël. Le Premier ministre israélien en a fait son cheval de bataille avec des déclarations de plus en plus virulentes sur les dangers qu'un accord avec l'Iran pourrait engendrer. Maxime Pérez. C'est l'une des rares manifestations autorisées par le régime à Téhéran. Quelques 200 personnes, des étudiants pour la plupart, réunis pour affirmer le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire. Elles brandissent des pancartes hostiles aux sanctions. Leur message s'adresse bien entendu à la communauté internationale au moment où les négociations de Vienne s'apprêtent à rendre leur verdict. Un dénouement attendu aussi nerveusement à Jérusalem. Benyamin Netanyahou a maintes fois prévenu qu'Israël ne se sentirait aucunement engagé par un accord contraire à ses intérêts. Il l'a redit ce dimanche lors du Conseil des ministres. La position que nous présentons aux grandes puissances est inflexible. L'Iran ne peut être un État qui ait la possibilité d'accéder à la puissance nucléaire. Il n'y a aucune raison que l'Iran conserve des milliers de centrifugeuses qui peuvent lui permettre de produire des ogives nucléaires dans un laps de temps très court. Sous l'égide de la négociatrice européenne Catherine Ashton, John Kerry et Mohamed Zarif ont entamé dimanche leur 5e face-à-face depuis jeudi soir.
Leur homologue russe, Sergei Lavrov, est lui attendu dans la soirée dans la capitale autrichienne pour tenter à son tour de débloquer les débats. Nous faisons notre maximum pour les convaincre de ne pas signer un mauvais accord avec l'Iran et nous espérons au moins pouvoir y apporter des corrections. Nous suivons les discussions actuelles avec de très sérieuses inquiétudes. L'État hébreu accentue donc plus que jamais la pression sur la communauté internationale, comme pour dire qu'en dernier recours, il maintient toujours sur la table l'option militaire. Voilà, il m'a rejoint sur ce plateau Dan Katarivas, bonjour. Vous êtes directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Merci d'être avec nous ce matin. Cyril Amar, toujours avec nous. Cyril, depuis 2006, Israël ne cesse de mettre en garde la communauté internationale contre les dangers de la menace nucléaire iranienne, avec toujours le spectre d'une menace militaire, enfin d'une attaque militaire sur les sites nucléaires iraniens. Qu'en est-il aujourd'hui ? On fait le point avec vous. Kiwis pacem parabellum, vous connaissez cette locution latine. Qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, cette locution latine, précisément, pourrait bien illustrer à elle seule la politique iranienne d'Israël de ces 10 dernières années. Pas plus tard qu'hier, on vient de voir dans le reportage. Cette fois-ci, c'était sur les ondes de la radio militaire israélienne. C'est le ministre du renseignement israélien, Yuval Steinitz, un ministre du Likoud, qui affirmait, je cite, qu'Israël préserverait toutes les options et tous ses droits pour faire ce qu'il jugera bon pour se défendre. Alors, derrière ce discours musclé, pourrait se cacher, Éléonore, une tactique alarmiste mise au point par le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense, le travailliste Ehud Barak. La tactique, elle est claire, agiter le spectre d'une opération israélienne contre les sites nucléaires iraniens pour convaincre la communauté internationale de ne pas relâcher la pression face à l'Iran, notamment en alourdissant les sanctions, faire comprendre aux Occidentaux les termes de l'équation, durcir le ton face à l'Iran ou bien subir les conséquences imprévisibles d'une attaque israélienne. Bref, en brandissant la menace d'une intervention militaire depuis 2006, Israël donc mise sur l'effet de dissuasion. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'option militaire n'est pas à prendre au sérieux ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les difficultés logistiques, contrairement à l'opération qui avait été menée par l'aviation israélienne en 1980, en juin 80 précisément, contre le réacteur nucléaire d'Ozirak en Irak, et qui avait durablement compromis le programme nucléaire irakien. Des frappes israéliennes en Iran sont plus difficiles à réaliser pour plusieurs raisons, notamment la distance, par exemple, qui pose le problème du ravitaillement en vol des avions de chasse israéliens, mais également parce que l'Iran, vous le voyez sur cette carte, a des sites nucléaires qui sont considérablement dispersés, alors qu'aux Irak n'était qu'un seul réacteur nucléaire, un territoire qui est très vaste, le territoire iranien qui est très vaste, et 8 sites nucléaires qui sont donc dispersés et qui sont donc très compliqués à attaquer simultanément. Et puis, l'armée israélienne est certes l'armée la plus sophistiquée du Moyen-Orient, mais elle n'a pas les capacités militaires que peuvent avoir les États-Unis. Par exemple, Israël ne possède pas suffisamment de bombes anti-bunkers qui permettraient justement de pénétrer les sites nucléaires iraniens qui sont justement abrités pour la plupart dans des souterrains. Et puis, il y a le second obstacle, voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran, c'est l'obstacle de l'opinion publique. Et l'opinion publique, majoritairement, était défavorable à une action militaire. Alors, pas une action militaire aux côtés des États-Unis, parce que 69% des Israéliens se disaient favorables à une action militaire avec l'aide des États-Unis. Mais pour ce qui est d'une offensive autonome, eh bien, on voit qu'en mars 2012, c'est-à-dire 2 mois avant ce qui devait être une attaque israélienne imminente au printemps 2012, eh bien, seulement 42% des Israéliens étaient en faveur donc d'une attaque autonome contre les sites nucléaires iraniens. Alors, ce qui est ajouté à cette frilosité des Israéliens, ce sont les déclarations publiques des anciens chefs des renseignements israéliens. Je pense notamment à Meir Dagan, qui était l'illustre chef du Mossad pendant des années, qui avait été nommé par l'ancien premier ministre Ariel Sharon, et qui pour qui eh bien, l'idée d'une attaque militaire israélienne autonome était tout simplement l'idée la plus stupide qu'il ait jamais entendue. Meir Dagan, qui on s'en souvient, privilégiait notamment la guerre de l'ombre. Israéliens. Un avis que partage beaucoup de responsables. Tout à fait. Aujourd'hui, les langues se dénouent et on comprend aujourd'hui que peut-être cette menace d'une intervention militaire israélienne était peut-être finalement un grand bluff. Meir Dagan, qui avait, on le sait, toujours privilégié la guerre de l'ombre, on se souvient du virus Stuxnet, on se souvient également qu'il
privilégier un soutien à l'opposition iranienne pour peut-être faire chuter le régime des ayatollahs. Et puis, troisième obstacle, c'est la crainte d'une riposte. Contrairement à l'Irak en 81, l'Iran possède des capacités militaires qui sont nettement supérieures à celles que pouvait posséder Saddam Hussein. Je pense notamment aux missiles Shahab, qui sont des missiles de longue portée qui peuvent atteindre une portée de 1300 km, donc mettre tout le territoire israélien à portée de feu des missiles iraniens. Et puis le bras armé, évidemment le bras armé de l'Iran, c'est le Hezbollah, vous le savez, qui est à la frontière libanaise et qui, le jour venu, si Israël devait attaquer, eh bien, serait déployé pour frapper le nord d'Israël, mais pas seulement, parce qu'on sait aujourd'hui que le Hezbollah dispose de missiles également longue portée. Et puis, quatrième et dernière raison, peut-être, c'est la rupture avec la politique d'ambiguïté d'Israël, avec laquelle Israël a toujours joué, c'est-à-dire que c'est pas cette fois-ci une locution latine, mais une locution anglaise. If you want to shoot, shoot, don't talk. Ça a toujours été l'adage de la politique israélienne en matière de défense. Lorsqu'Israël décide de frapper l'Irak en 1981, évidemment, il n'y a pas de campagne publique, campagne médiatique qui précède l'attaque. Donc on se demande pourquoi cette fois-ci Israël a autant parlé et été autant loquace sur cette affaire, alors que d'habitude, justement, c'est la politique de l'ambiguïté qui domine, notamment sur les réacteurs, sur les capacités nucléaires d'Israël. Personne n'en parle, tout le monde tourne autour de cette ambiguïté, justement. Vous êtes d'accord, Dan Katariva, c'est un grand bluff, la menace israélienne sur l'Iran? Des problèmes stratégiques de l'État d'Israël. Les décisions seront prises par les dirigeants en fonction et des capacités et des options qu'il y aura. Donc mon domaine est plutôt le domaine économique. L'économie, bien sûr, on va en parler avec vous. Je voulais quand même avoir votre réaction sur les menaces répétées de Benyamin Netanyahou à l'encontre de Téhéran. Mais effectivement, on va évoquer avec vous l'aspect économique et surtout les conséquences des sanctions sur l'économie iranienne. Alors d'abord, dans quel état se trouve l'économie iranienne aujourd'hui? Est-ce que les sanctions ont réellement asphyxié cette économie? Écoutez, je peux dire que l'Iran est un grand pays avec 80 millions d'habitants, les sanctions ont commencé déjà en 1979. Donc je dirais que les Iraniens sont habitués à vivre dans un régime où il y a justement des sanctions. Donc ils ont développé, je dirais, peut-être une autonomie et ont trouvé des moyens de contourner les différentes sanctions. C'est vrai que Notamment avec la Chine, par exemple? Il n'y a pas seulement la Chine, il y a l'ancienne Union soviétique, la Russie, il y a l'Inde, par exemple, et il y a les pays, effectivement, en Extrême-Orient qui achètent et continuent à acheter du pétrole iranien. Il ne faut pas oublier que l'Iran est la deuxième grande réserve au monde du pétrole. Donc, finalement, c'est un pays qui, malgré les sanctions, a réussi à surmonter, et on ne voit pas la catastrophe économique en Iran. Et surtout, il faut se souvenir que le régime iranien est un régime, je dirais, très solide, très fort, qui contrôle beaucoup je dirais, la machine économique iranienne et donc réussit, je dirais, à imposer et sa volonté. Et finalement, malheureusement, le peuple iranien certainement subit les conséquences de ces sanctions, mais dire que l'économie iranienne est à plat ventre, c'est pas du tout vrai. C'est faux. Alors, les Iraniens, vous pensez, peuvent se permettre aujourd'hui de ne pas aller jusqu'au bout justement de ces négociations et de revenir sans accord? Ils peuvent se permettre économiquement, je veux dire, de refuser un accord avec les puissances occidentales? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, la tactique iranienne est probablement de voir jusqu'à où est-ce qu'on peut, je dirais, aller. Ils ne sont pas, je dirais, mis face au mur. C'est-à-dire qu'il y a certainement aujourd'hui encore une possibilité et marge de manœuvre du gouvernement iranien. Il ne se trouve pas complètement affaibli. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça fait partie de la tactique iranienne que l'on connaît depuis des années, d'essayer au maximum d'atteindre ces objectifs. Et donc, les sanctions économiques n'ont pas eu cet effet de mettre à plat ventre le gouvernement iranien. Et à l'intérieur même de l'Iran, malheureusement, les éléments qui sont, je dirais, contre la politique iranienne n'ont aucune possibilité de s'exprimer, puisqu'on sait que le gouvernement iranien est un gouvernement très réprimant et dictatorial, et je dirais, les expressions de mécontentement sont immédiatement, je dirais, mis sous le contrôle ou mis en tôle, comme ça se passe malheureusement. Alors, si les sanctions, le régime des sanctions amenait à être levé, on dit aussi que les puissances occidentales seraient finalement les premières à profiter de ce que certains ont pu appeler l'Eldorado iranien, parce que c'est dans l'intérêt
la France notamment, mais aussi de l'Allemagne, de renouer les liens commerciaux avec l'Iran. Vous êtes d'accord ? Je pense qu'effectivement, d'abord, il ne faut pas oublier, il y a une crise en Europe. Donc les marchés européens et les hommes d'affaires européens et les gouvernements européens cherchent des débouchés et de nouvelles solutions. Et c'est vrai qu'un pays de 80 millions d'habitants comme l'Iran, c'est certainement, ça peut être, je dirais peut-être pas un Eldorado, mais il y a certainement des possibilités d'exportation. D'ailleurs, on a vu que la première mission, quand on a parlé d'un allègement des sanctions, on a vu que le MEDEF français a envoyé tout de suite une délégation, ce que les Américains n'ont pas tellement aimé. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'affaires. Pour l'instant, les choses, je dirais, et les Allemands et les Français se préparent peut-être au jour où il y aura possibilité de ouvertement faire des affaires. Mais je pense que là, c'est lié également à la situation économique en Europe où on cherche des débouchés. Mais l'Iran peut pas être, c'est pas un pays négligeable au niveau économique et certainement ça peut amener des affaires pour les pays européens, c'est certain. Mais quel poids ont ces pressions économiques justement sur les négociations aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'elles ont un poids majeur, puisqu'on voit justement que le gouvernement iranien peut faire ce chouk. Seul finalement. Tout à fait. Sans l'Occident. Et tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, quand on voit les sanctions qui ont été imposées sur d'autres pays dans d'autres cas, elles ont eu un effet beaucoup plus important. Si je parle par exemple de l'Afrique du Sud, il est certain que les sanctions en Afrique du Sud ont eu un poids beaucoup plus important dans le changement politique en Afrique du Sud. Mais on prend un pays comme Cuba, qui vit depuis 50 ans avec l'extension et qui continue à vivre avec l'extension. Donc il y a différents scénarios possibles. À mon avis, aujourd'hui, le scénario des sanctions économiques n'arrive pas à forcer le gouvernement iranien à changer sa politique. Enfin, l'économie iranienne est tout de même en récession, on doit le dire, elle n'est pas au top de sa forme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments à l'intérieur de l'Iran, comme par exemple la corruption, la politique monétaire, qui influent aussi sur l'économie iranienne ? Et malheureusement, nous parlons d'un régime, une fois de plus, très répressif. Et il est certain que les gens en Iran, je pense que le peuple iranien souffre de ces sanctions, mais n'a pas la possibilité de s'exprimer et de changer le gouvernement à l'état actuel. Je sais que beaucoup de gens espèrent que peut-être il y aura, comme il y a eu cette révolte des étudiants qui a été vraiment, je dirais, complètement crachée par le gouvernement iranien, il y aura certainement des éléments de l'opposition iranienne, que ce soit à l'intérieur de l'Iran ou à l'extérieur de l'Iran, qui essayent de faire changer la situation. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne voit pas vraiment sur le terrain un changement à l'intérieur de l'Iran. Est-ce que vous diriez que les classes moyennes en Iran payent le prix du développement du nucléaire de ces 10 dernières années ? Là aussi, il faut voir, je pense qu'il y a également une mobilisation à l'intérieur de l'Iran. L'Iran, c'est un pays de 80 millions, avec beaucoup de minorités d'ailleurs, donc il y a des problèmes intérieurs en Iran. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec le gouvernement, mais comment exprimer son mécontentement, ça c'est un problème iranien à l'intérieur. Donc je pense qu'effectivement, une partie de la population en Iran certainement souffre. Il ne faut pas oublier qu'une autre partie, par exemple, c'est d'ailleurs l'effet des sanctions, se rallie derrière le gouvernement, puisqu'ils disent le monde entier est contre nous, donc les sanctions, des fois, ont également l'effet contraire. L'effet inverse, justement, de rallier tout le monde autour du gouvernement, puisque tout le monde est contre nous, on se rallie derrière le gouvernement. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec le gouvernement au pouvoir, mais au moins, on est pour l'Iran et on est pour l'indépendance de l'Iran. Enfin, il est clair qu'aujourd'hui, la majorité du public iranien, de l'opinion publique iranienne, souhaite une levée des sanctions et souhaite réintégrer une certaine normativité au sein de la communauté internationale. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, les gens dans la rue, chacun veut aller se lever le matin, aller travailler, avoir une bonne éducation pour ses enfants, pouvoir prendre des vacances à la rigueur et vivre une vie normale. Malheureusement, l'Iran n'est pas un pays normal. L'Iran est aujourd'hui un pays qui a un régime très autocratique, qui est un régime où malheureusement il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. C'est ça qu'il faut se souvenir. Et donc, je dirais, le peuple iranien souffre et de ça et des sanctions. Merci beaucoup, Dan Katarivas, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril Amar. Dans un instant, retour sur cette loi qui crée la polémique et qui risquerait de plonger le gouvernement actuel au bord de l'implosion. Il s'agit de la loi sur l'État-nation du peuple juif. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Restez avec nous.
retour sur le plateau du Morning, il est 9h12 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Nous ont rejoint ce matin sur ce plateau Betsabé Salem, bonjour. Et Dror Even Sapir, bonjour à vous. On va parler avec vous, Dror, de cette loi qui garantit la nature d'Israël comme État-nation du peuple juif. Une loi qui suscite beaucoup de controverses en Israël. Elle a été adoptée hier par le gouvernement de Binyamin Netanyahou et elle menace de faire imploser la coalition actuelle. On en parle donc avec vous. Une loi qui a fait monter le ton hier au Conseil des ministres une nouvelle fois. En fait, Eleonore, depuis que ce gouvernement a vu le jour, c'est sans doute la réunion la plus houleuse, la plus tendue que ce gouvernement ait connue. C'est quand même assez peu fréquent, même en Israël, Eleonore, que des ministres en arrivent à crier. Et hier, eh bien, les ministres ont crié les uns sur les autres. Et on a préparé des petits extraits, pas du Conseil des ministres lui-même, parce qu'évidemment les caméras n'ont pas enregistré ce qui se passe à l'intérieur du Conseil des ministres, mais des petites citations extraites de cette réunion particulièrement houleuse. Binyamin Netanyahou, on n'en serait pas là si Livni s'était comporté autrement, votre position est molle et elle n'arrange en rien la situation. Yair Lapid, ministre des Finances, chef du parti centriste Yesh Atid. Monsieur le Premier ministre, ceux qui ne pensent pas comme vous ne sont pas forcément mous. Menachem Begin, l'ancien Premier ministre, et Zev Jabotinsky, le père idéologique de la droite israélienne, n'aurait pas été accepté au Likoud tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est actuellement. Tzipi Livni, si cette bêtise, la loi sur la nationalité, donc, n'a pour autre objectif que celui de se venger à mes dépens, eh bien vous y êtes parvenu. Maintenant, parlons du fond avant que vous ne détruisiez le pays. Donc là, une petite idée de ce qui a été dit, mais il faut aussi imaginer, Eleonore, comment ces choses-là, très sévères, très rudes, ont été échangées. Encore une fois, le ton a été très élevé. Les ministres en sont arrivés à crier les uns sur les autres, ce qui évidemment n'augure pas très bien de la suite, de la survie de cette coalition gouvernementale dont de toutes les manières Benyamin Netanyahou ne veut pas. Alors quels sont les arguments de ceux qui dénoncent ce projet de loi? Alors on en a déjà parlé et c'est un peu complexe parce que ce qui a été voté hier au Conseil des ministres ne sera pas ce qui sera voté en principe c'est la version la plus radicale en définitive au Parlement. Mais la loi qui a été votée hier par les ministres sera présentée uniquement en lecture préliminaire et ce sera dans 2 jours, ce sera mercredi à la Knesset et dans une seconde phase, eh bien, une loi plus équilibrée sera proposée sera soumise à l'approbation des députés. Maintenant, ce qui a été voté hier, pourquoi Yair Lapid et Tzipi Livni s'y opposent? Yair Lapid et Tzipi Livni, évidemment, ne s'opposent pas à ce qu'Israël soit défini comme l'État-nation du peuple juif, mais ils considèrent que c'est déjà le cas. Il y a toute une série de lois qui... Il n'y a pas besoin finalement d'une loi en plus. C'est ce qu'ils considèrent. Il y a toute une série de lois qui garantissent les symboles nationaux, les jours de congé, la loi de retour, qui font que, et bien évidemment la déclaration d'indépendance, qui sont sans aucune ambiguïté sur le fait que l'État d'Israël se définit comme l'État-nation du peuple juif. Et donc, Lapid et Livni reprochent à cette loi, par exemple, surtout en fait, un déséquilibre dans les rapports entre la nature juive de l'État et le régime démocratique. Le régime démocratique, selon la loi qui a été adoptée hier, sera soumis en quelque sorte à la nature juive de l'État. C'est en tout cas l'interprétation de Lapid et Livni. Et c'est ce qu'ils reprochent. Privilégie la nature juive sur la nature démocratique de l'État d'Israël. Pour aller vite, en tout cas, c'est ce que reproche, pour aller vite, oui, c'est un peu ça. Il y a aussi une autre clause qui est sujette à caution, c'est celle qui fait du droit hébraïque et religieux, plus ou moins, une source d'inspiration pour les législateurs pour les interprétations. et pour les juges. Alors, que cherche à faire Benyamin Netanyahou avec cette loi finalement? On a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce que ses motivations sont idéologiques ou est-ce qu'il prévoit un peu la suite et finalement c'est une question de politique intérieure? Alors déjà, je vous laisse le juge, Eleonore, parce que si dans une seconde phase au Parlement, les députés sont censés s'exprimer sur une loi plus équilibrée que Benyamin Netanyahou va élaborer en principe, et dans laquelle il ne sera plus question d'un rapport déséquilibré entre la nature juive de l'État et la nature démocratique de l'État, mais ces deux principes seront mis sur un pied d'égalité, c'est ce que Benyamin Netanyahou en tout cas s'est engagé à faire. Alors pourquoi n'a-t-il pas soumis cette loi plus équilibrée, plus modérée hier à l'approbation des ministres? C'est en tout cas ce que disent Lapid et Livni. Lapid et Livni, en fait, nous disent que Netanyahou cherchait délibérément la confrontation. Alors, il y a 2 interprétations possibles. La première, c'est qu'effectivement, idéologiquement, Benyamin Netanyahou est du même avis que les députés qui sont à l'origine de ces 2 propositions de loi qui ont été adoptées hier, et qu'il considère que, étant donné l'activisme juridique qui a particularisé ces derniers temps l'attitude de la Cour suprême, par exemple, eh bien, il fallait rééquilibrer les choses dans un sens plus juif, plus national, entre guillemets. Plus à droite.
plus à droite, si vous voulez, et sans que les lois très libérales, en fait, les lois fondamentales très libérales qui font office de constitution en Israël ne soient trop importantes dans le cursus juridique et dans la manière de légiférer en Israël. Maintenant, l'autre interprétation, l'interprétation politique, c'est que Benjamin Netanyahou cherchait la confrontation avec les partenaires centristes de sa coalition, Lapid et Livni, parce que de cette manière, eh bien, il apparaît comme étant bien ancré à droite et ça plaît à son électorat, sa base électorale qui est de plus en plus séduite. Il est au nord par un autre leader de droite, Naftali Bennett, et ça inquiète beaucoup Benjamin Netanyahou. Bien évidemment, c'est cette interprétation qui est retenue aujourd'hui dans les journaux par les analystes politiques. Benjamin Netanyahou cherchait la confrontation. Il ne veut plus de cette coalition qui est tirée un petit peu à eux et à Dia, qui n'a plus de cohérence idéologique, et il considère déjà l'après gouvernement actuel en cherchant d'autres partenaires. Alors justement, vous l'avez dit, Lapid et Livni ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas ce projet de loi, en tout cas comme énoncé hier par Benjamin Netanyahou. Est-ce que, selon vous, la coalition actuelle voit ces derniers jours? Alors c'est pas impossible. Si, jusqu'à mercredi, aucun compromis n'est trouvé. Lapid et Livni se sont engagés à ne pas voter cette loi. Or, si des chefs de parti dans une coalition ou si des députés qui appartiennent à une coalition gouvernementale ne votent pas une loi qui a été adoptée par le Conseil des ministres, eh bien, en principe, ils n'ont plus rien à faire dans cette coalition. Ils ne peuvent pas rester dans une même coalition gouvernementale puisqu'ils n'auraient pas respecté la discipline de vote, la discipline de coalition. Et dans ces conditions-là, eh bien, si mercredi, Lapid et Livni ne votent pas la loi, c'en est fini de la coalition telle qu'on la connaît actuellement, et Lapid et Livni se verront voir la porte de sortie. Maintenant, on sait que des négociations très intenses ont lieu actuellement pour éviter qu'on en arrive là, et Lapid est en train de rédiger une proposition de compromis. Et ça va être véritablement un test. Allez, votre pronostic pour conclure. Alors c'est très difficile à avoir un pronostic, surtout en Israël. On verra ce qui va se passer mercredi. Il est tout de même probable que d'ici mercredi, une solution de compromis soit trouvée. Peut-être un report du vote de mercredi, de manière à ce que cette coalition survivent encore un petit peu, encore une semaine ou deux, encore un mois ou deux. C'est l'intérêt de quasiment tout le monde, puisque Netanyahou, Lapid et Livni surtout sont en difficulté dans les sondages. Netanyahou n'est pas dans sa meilleure forme. Naftali Bennett est le seul qui pourrait bénéficier d'une élection anticipée dans les conditions actuelles. Donc un compromis est possible, voire probable, ce qui ne signifie pas que ce gouvernement a encore de longs jours devant lui. Merci beaucoup, Dror Ben Sapir. Allez, dans le magazine Reportage, cette semaine, voyage sous haute tension dans le tramway de Jérusalem, ce train qui relie l'Est à l'Ouest de la ville et qui aurait pu relier les différentes communautés. Mais la violence a pris le dessus. Le tramway, vous le savez, est aujourd'hui vandalisé, victime d'attentats à la voiture bélier à travers les quartiers juifs et arabes de la ville. Une équipe d'I24 News est partie à la rencontre des usagers. Regardez cet extrait. Je me rappelle la première intifada, c'était il y a 10 ans. Les gens avaient peur de sortir dans la rue, peur que quelqu'un commette un attentat suicide et vous tue. Ça s'est calmé et maintenant la tension remonte. Le tram, c'est une bonne chose pour Jérusalem parce qu'il traverse la ville. La grosse erreur qu'ils ont faite est d'essayer de faire cohabiter les Juifs et les Arabes. Donc ils ont fait passer le train de Shafat et maintenant ils le payent très cher. En fait, on ne cohabite pas. Je n'ai pas de problème avec les juifs, c'est avec les racistes en Israël que j'ai des problèmes. Je ne me sens pas en sécurité à Shafat. Je ne reste pas dans la rue après 19h. Si je reste dans la rue, les agents de police me contrôlent. Il n'y a pas de sécurité. Mon père m'a appris que Jérusalem est à nous. Eux, ils viennent des États-Unis, de Russie et d'Éthiopie. C'est quoi ça ?
Voilà pour cet extrait du reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité ce soir à partir de 23h10 heure israélienne. Voilà, c'est l'heure de 5 clics, 5 actus avec vous, Betsa Bessalem. Bonjour. Bonjour. On va parler des élections en Tunisie. Oui, tout à fait. Alors ça tombe bien, on est un petit peu engourdi aujourd'hui. C'est lundi et la presse est très didactique sur la question, ce qui m'a beaucoup plu, avec à retenir pour le moment, par exemple, la Tunisie est la seule démocratie issue du printemps arabe. Le seul pays, nous dit le Washington Post, à avoir réussi à instaurer une démocratie après donc avoir évincé son dictateur, même si ça a coûté quand même au passage quelques attentats et autres tensions entre laïcs et religieux. La seule démocratie issue du printemps arabe, disions-nous. La Libye est fracturée entre les différentes milices qui contrôlent différents territoires. La révolte syrienne a amené la guerre civile. Autres exemples, bien sûr, l'Égypte, le Bahreïn ou encore le Yémen. Et de cette démocratie tunisienne, eh bien, 2 candidats en lice, nous expliquent les médias. D'une part, le chef du parti Nida Tounes, donc Beji Caïd SSB, et le président sortant Marzouki, qui ont, titre RFI, littéralement soufflé les autres candidats. RFI qui rappelle, cela dit, le président n'aura que peu de pouvoir, bien sûr. Et entre ces 2 candidats, eh bien, il semblerait que les médias aient fait leur choix. La plupart d'entre eux se sont penchés sur la personne de SSB, le possible futur président tunisien. Et en France, toujours, 20 minutes nous dresse une sorte de portrait pour les nuls avec 5 choses à retenir. Éléonore, il a 87 ans, il a travaillé pour Ben Ali, il est avocat, anti-islamiste et à nouveau, il aura peu de pouvoir, de quoi presque se demander si les médias savent eux-mêmes pourquoi ils en parlent ce matin. Allez, à suivre donc. Vous allez nous parler de l'interdiction des amours interconfessionnels et c'est toujours dans la région. Ça se passe en Égypte, c'est l'amour interdit des histoires interconfessionnelles. C'est un reportage signé BBC avec un témoignage. Par exemple, cette formule, en 5 ans, je ne lui ai même pas touché la main. Alors, il est musulman, elle est chrétienne. Et dans l'Égypte dirigée par Al-Sisi, nous raconte la BBC, eh bien, le mariage interconfessionnel est de plus en plus inacceptable. D'un côté, les leaders religieux qui voient presque une façon de recruter des gens de l'autre religion, et puis régulièrement ces amoureux téméraires qui voient leur maison saccagée et parfois même des meurtres même interfamiliaux. Néanmoins, cette jeune fille est amoureuse et elle accepte d'épouser ce garçon musulman. Finalement, cela dit, il la quitte. Il la quitte pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'elle ne souffre de représailles, pourquoi pas de sa propre famille même. Aujourd'hui, il est marié à une autre, il se dit très heureux, mais il affirme « je ne peux pas dire que je l'aime ». Voilà, une histoire d'amour qui finit mal. Oh, ouais. Terrible. Allez, on va parler d'Oscar Pistorius qui... Une autre histoire d'amour qui finit mal. Une autre histoire d'amour qui finit mal, tout à fait. Oscar Pistorius qui bénéficierait d'un traitement de faveur en prison. Oui, et alors ça n'a pas échappé aux médias. La presse se révolte presque, incarcéré depuis la fin du mois d'octobre, donc ça fait même pas si longtemps. Eh bien, il aurait bénéficié d'une faveur pour fêter ses 28 ans samedi, nous dit parmi de nombreux autres médias. Le Figaro en France, alors l'info nous vient initialement du Sunday Times, selon qui eh bien, Pistorius aurait passé 2 heures avec sa famille, alors que l'administration pénitentiaire n'autorise que 5 visites d'1 heure par mois. Il aurait eu son frère, sa sœur, il aurait même reçu des cadeaux et des ballons, un gâteau qui viendrait hors de la prison, qui a été acheté hors de la prison, ce qui est interdit. Alors le porte-parole de l'administration pénitentiaire dément, une enquête est même ouverte. On rappelle qu'Oscar Pistorius pourrait être libéré en août 2015. D'ici là, une chose est sûre, eh bien, la presse ne le quittera pas des yeux. Allez, on va se rendre en Italie, à Venise plus précisément, où les habitants, et on les comprend, en ont marre des touristes. Oui, alors l'histoire, en fait, il était une fois, on pourrait dire, Vittorio Zappalorto, qui est le commissaire extraordinaire chargé de la gestion de la commune de Venise. Et un jour, eh bien, alors qu'il mène une vie tranquille, la presse italienne annonce la révolution des valises à roulettes. C'est ce que rapporte le journal Le Monde, comme vous pouvez le voir. Et même la presse internationale s'intéresse à l'info. Venise, c'est comme Pistorius, ça intéresse tout le monde. Et alors, en cause, ce bruit, bien sûr, vous aurez compris, de mitraillettes sur les pavés vénitiens. Et ça indispose les habitants, surtout ceux qui sont à proximité des hôtels. En fait, pratiquement tout le monde sur place. Et la municipalité, selon les journaux, eh bien, conseillerait aux visiteurs d'avoir même des valises avec des roulettes de caoutchouc ou bien gonflées d'air.
sévères. Il y aurait même des amendes prévues de 100 à 500 €. Et alors que toute la presse internationale est en folie, eh bien, le fameux Zappalorto se dit, écoutez, il explique, vous m'avez mal compris, il ne parlait en fait que de valises à roulettes il ne parlait pas de valises à roulettes, mais de sortes de charrettes en fait qui apportent les produits venus par bateau. Alors il y a quand même pitié des Vénitiens, même sans amende à la clé, faites attention avec vos roulettes. Allez, rapidement, on passe à cette tendance bien moins bruyante à Taïwan. Hein. Voilà, alors rapide, c'est une info que je ne suis pas allée repêcher à l'autre bout du monde, Éléonore, comme on pourrait le croire, mais ça nous vient de la une de CNN ce matin. Il s'agit de nightclub littéraire, voilà, donc c'est pas du speed dating revisité, c'est vraiment une librairie ouverte 24 heures sur 24, et figurez-vous qu'apparemment, un touriste sur 4 à Taïwan irait voir cette librairie tellement elle a du succès. Voilà, avis aux amateurs de bouquins. À Taïwan. Merci beaucoup Bessabe Salem, merci Dror Sapir d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. Laetitia Loreni et Laura Duhamel seront ici sur ce plateau. C'est juste après le journal, dans quelques minutes. À tout de suite. Dernière partie de ce Morning 24 novembre. Nous sommes sur ce plateau avec Laetitia Loreni, bonjour, et Laura Duhamel. Bonjour Laura, bonjour. On va commencer avec vous ce matin et on parle de la 4e édition de Miss Monde. Mais attention, Miss Monde Muslima qui vient de s'achever, c'est quoi exactement ce concours ? C'est pas du tout la même chose et c'est d'ailleurs une Tunisienne qui a remporté vendredi ce concours de beauté. C'est un concours qui veut célébrer la femme musulmane. Alors évidemment, il fait grand bruit en Occident et pour cause, eh bien, il veut s'opposer au concours de Miss Monde dont vous avez parlé. Alors, hasard ou non, eh bien, les deux concours se sont tenus au même endroit, c'est-à-dire en Indonésie. Que Miss Monde, alors, elles sont toutes voilées. Voilà, les organisateurs avaient choisi d'ailleurs un site hindouiste pour montrer quoi ? Pour montrer la tolérance de l'islam au cœur de ce concours. Et donc, cette année, vous le voyez, 18 jeunes femmes étaient en lice. Certaines étaient médecins, certaines étaient informaticiennes. Toutes étaient voilées, comme la gagnante, la Tunisienne Fatma Ben Ghefrache, dont la déclaration, eh bien, le soir de sa victoire, a fait grand bruit. Écoutez-la. I will say hi to my mom, my family, of course, my country. I hope I was a good representative. May Allah help me for this mission. And as I said, people Palestine, please keep Palestine people and Syrian in your prize. Bon, alors c'est le religieux, presque le politique, qui primait finalement à ce concours de beauté qui n'en est pas un. Exactement. Alors comme son nom l'indique, Miss Muslima, eh bien, c'est un concours qui célèbre la femme musulmane. Il s'agit donc, vous l'avez dit, bien d'un concours de beauté que d'un concours musulman, que d'un concours islamique. Alors pour s'inscrire, eh bien, il faut aller sur le site internet de ce concours et il faut répondre à un questionnaire. Alors on demande aux candidates pourquoi et quand elles ont commencé à porter le hijab. On leur demande aussi de fournir des vidéos qui prouvent leur implication dans des activités sociales. Alors voilà, tout tourne autour de l'islam. Les candidates, on l'a vu, doivent porter le voile et elles ne sont pas jugées seulement sur leur apparence physique. Non, on les évalue aussi par exemple sur leur capacité à réciter le Coran. Autre épreuve du même genre, eh bien, on leur demande de s'exprimer devant le jury et de dire ce que représente pour elles, eh bien, être une bonne musulmane. Donc voilà, l'image, la place de la femme musulmane est omniprésente et centrale, mais pas n'importe quelle femme musulmane, non, une femme musulmane pieuse et une femme musulmane voilée. Alors à ce propos, écoutez un extrait de la vidéo de présentation de la candidate anglaise de cette année, Dina Torkia. Recently, The Guardian voted me as the third most influential person on social media under 30. As well as being a designer, I also do a lot of styling for businesses worldwide. I'm also a personal shopper for Muslim women who find it difficult to dress modestly whilst also keeping up to date with the latest fashion. So many people around the world, especially here in the UK, have a very negative idea of what Muslim women are like. Everything that I do in my life and share online, I like to think helps to change the perspective of what the mainstream media thinks Muslim women are like. In fact, it's pretty simple. We're awesome. And that's why I think Miss Muslima World will be a great competition to finally show the world that young Muslim women are smart, educated, talented, with loads of personality, and we come from a range of different backgrounds. And most importantly, telling the world that Islam does not oppress women. In fact, it does nothing but liberate them.
Bon, alors c'est clairement politique, c'est un événement politique. Évidemment, c'est un événement politique et puis c'est surtout un événement qui veut s'opposer aux concours occidentaux. Voilà, je vous l'ai dit, il se tient au même endroit que Miss Monde. Il veut s'opposer au concours Miss Monde et aux concours de beauté occidentaux en général, aux valeurs que véhiculent ces concours. Alors dans chaque épreuve, dans chaque interview de la candidate, on revient toujours à cette image de la femme musulmane dans le monde aujourd'hui, toujours cette même obsession. Qu'est-ce que l'image de la femme musulmane dans le monde aujourd'hui? Mais alors pour tempérer quand même, il faut savoir que si Miss Monde ne représente pas toutes les femmes occidentales ou autres, en général, bien Miss Muslima, elle, ce concours ne représente évidemment pas toutes les femmes musulmanes dans le monde. Toutes les femmes musulmanes ne sont pas forcément voilées. Et puis il faut aussi temporiser parce qu'il existe dans le monde évidemment une multitude de concours de beauté. Ça pullule. Alors en Israël par exemple, ne serait-ce qu'en Israël, on a évidemment le concours classique Miss Israël, on a aussi Miss Arab Israël, on a Mini-Miss, on a aussi un Miss Holocaust. Je ne sais pas si vous connaissez, on a aussi un Miss Fat. Oui, un Miss Holocaust, je vous assure, ça existe. Voilà, de très bon goût. Donc voilà, donc si Miss Muslima a fait couler beaucoup d'encre. Miss Holocaust, c'est ce concours pour les personnes de 3e âge, c'est ça? Voilà, qui ont survécu à l'Holocauste. Okay, très Il y en a bien. pour tous les goûts. En tout cas, Miss Muslima a fait couler beaucoup d'encre dans la presse occidentale, mais il faut replacer évidemment ce concours dans un contexte plus global. Merci beaucoup Laura Duhamel. Ce week-end s'est tenue la seconde édition du Salon d'automne à Tel Aviv. C'est la déclinaison israélienne du fameux Salon d'automne que vous connaissez, ce salon d'art parisien qui a réuni 500 œuvres françaises comme israéliennes. L'occasion pour les artistes des deux pays de se rencontrer et d'échanger. David Gombin et Ran Schneck s'y sont rendus pour nous regarder. C'est une tradition plus que centenaire. Créé en 1903, le Salon d'automne a exposé parmi les plus grands. Picasso, Chagall, Manet. En 100 ans d'existence, c'est devenu un incontournable. Après la Russie, le Brésil ou les États-Unis, il débarque à Tel Aviv pour sa deuxième édition. 200 œuvres françaises et 300 israéliennes. Selon le co-organisateur, le but affiché est clair, favoriser la rencontre. Et c'est surtout de s'échanger. Déjà, les œuvres échangent beaucoup entre elles, c'est quelque chose qui est très important pour les artistes. Et ce qui est très bien en Israël, on s'en rend compte cette fois-ci encore, c'est qu'il y a un fort contingent d'artistes français qui vient sur place. Ils sont encore cette fois-ci plus d'une vingtaine. Les artistes venus de l'Hexagone en ont profité pour rencontrer leurs collègues israéliens. C'est se faire connaître, s'ouvrir à d'autres artistes. Ce qui est chouette, c'est les rencontres, surtout qu'on fait avec des artistes de pays différents. On partage notre passion, nos œuvres, et c'est toujours très enrichissant. Peinture, sculpture, photos, le public israélien a pu découvrir des œuvres diverses et variées au cours de ce salon. Un concept auquel les Israéliens ne sont pas habitués. Si vous voulez, en Israël, on n'a pas encore la notion du salon comme à l'étranger. Donc on veut développer ce côté salon où on peut réunir beaucoup d'artistes, beaucoup de galeries pour le grand public amateur d'art. Cette année, le Salon d'automne se déroule dans un contexte particulier. Le processus de sélection s'est déroulé durant l'été, alors que le conflit entre Israël et le Hamas battait son plein. Ça a eu évidemment des répercussions au niveau de la thématique et surtout du choix des artistes. Vous voyez, les artistes sont parfaitement conscients de la situation ici et je pense que quel que soit leur bord, si je puis m'exprimer ainsi, je pense qu'il y a tous une notion de fraternité en avant et de résolution des problèmes qui importe le plus pour les artistes. Donc c'est quelque chose aussi que je pense pourquoi, à chaque fois qu'on fait une exposition ici, il y a un véritable engouement. Une situation tendue, mais qui n'a pas fait reculer Dominique Cros, artiste peintre, qui se rend pour la première fois dans la ville qui ne dort jamais. Ouais, alors les vélos, les pistes cyclables, la mer, le vieux port de Jaffa, et puis l'accueil aussi, surtout les gens. Tout le monde super sympa. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand même que ça a bloqué. Mais bon, moi je sais que Tel Aviv, c'est une ville qui est tranquille. Quant à ces artistes israéliennes, elles n'ont pu s'empêcher de dessiner pendant plus de 10 heures d'affilée le symbole international de la ville des Lumières. Une ville où naissait le Salon d'automne il y a exactement 111 ans.
Allez, c'est l'heure de notre page cinéma avec vous, Laetitia Loreni. Quand le cinéma met la musique à l'honneur, c'est le titre de cette chronique. On parle avec vous d'un biopic, du biopic d'une artiste que j'aime personnellement beaucoup. Il s'agit de Janis Joplin. Oui, vous n'êtes pas la seule à l'aimer beaucoup, Janis Joplin. Ça fait des années qu'on en parle d'un biopic sur cette artiste mythique. Alors, plusieurs réalisateurs ont été évoqués à la tête de ce projet, mais les choses se précisent. Voilà, c'est le Québécois Jean-Marc Vallée, à qui l'on doit le très oscarisé Dallas Buyers Club, mais aussi pour les connaisseurs le magnifique film Crazy ou encore Café de Flore avec Vanessa Paradis. C'est donc lui qui va s'atteler à la réalisation de ce biopic. Et alors, qu'est-ce qui va incarner la chanteuse qui est morte à l'âge de 27 ans d'une overdose? J'ai lu votre chronique, donc je peux répondre, mais... Eh bien, c'est Amy Adams, qui, elle, pour le coup, a 40 ans, mais qui fait quand même beaucoup plus jeune que son âge. Alors, il y a 4 ans, c'était Fernando Meirelles, le réalisateur de La Cité des Dieux, qui avait été évoqué à la tête du projet. Puis c'est Lee Daniels, le réalisateur de Precious ou encore du Majordome, qui est finalement envisagé. Mais depuis toujours, c'est cette Amy Adams qui est dans les favorites pour incarner un rôle, un rôle en or dont toutes les actrices rêveraient de faire. Donc le biopic va s'intituler Get It While You Can. Il faut savoir que Janis Joplin elle-même avait participé de son vivant dans un film qui s'appelait Pétulia. C'était en 1968, c'est signé Richard Lester, et dans le rôle titre, c'était Julie Christie. On voyait Joplin qui apparaissait en caméo dans les images du concert qui étaient ajoutées au film. Et Amy Adams, c'est pas la première qui va donner vie à la chanteuse sur grand écran. On peut citer notamment Shannon Leigh qui jouait donc Janis Joplin dans Chelsea Hotel. Et quand on parle de Janis Joplin, on parle bien évidemment d'une époque révolue, mais d'une époque mythique, l'époque Woodstock, un événement qui est donc très mentionné dans le cinéma, mais qui n'a pas fait lui-même l'objet beaucoup, en tout cas d'un film, à part, en 1970, un documentaire qui s'appelait donc Woodstock, qui est finalement ça c'est le biopic. Non, ça c'est donc Woodstock, qui est donc ce film dont je suis en train de vous parler, qui est donc sorti en 1970 et qui, dans le générique de ce film, on voyait le nom un nom qui est devenu très connu derrière, le nom de Martin Scorsese, qui n'était pas à la réalisation, mais qui était monteur. Un montage qui a beaucoup marqué le montage de ce documentaire Woodstock. C'est l'un des uniques, en fait, c'est ce documentaire qui a rendu cet événement si emblématique. En tout cas, c'est ce qui l'a aidé. C'est grâce à ce documentaire que Woodstock est rentré dans la légende. Dans ce documentaire, il y a les extraits inédits de concerts, notamment ceux de Jimi Hendrix, de The Who ou encore Sly and the Family Stone, qui était le même jour juste après donc Janis Joplin, mais aussi les interventions du public qui sont devenues derrière cultissimes. Alors, Amy Adams, on revient à cette actrice, il y a quand même le vent en poupe en ce moment. Elle est vraiment partout, cette Alors, Amy c'est Adams. vrai qu'on va la retrouver dans Batman vs Superman. C'est elle qui va incarner Lois Lane. Et puis, c'est elle qui tient le rôle titre aussi dans le tout dernier Tim Burton. J'ai très hâte de voir ce que ça donne, puisque Tim Burton se lance dans un style complètement différent avec The Big Eyes, dont on a quelques images. Ça va sortir au mois de décembre. Ça va être présenté en exclusivité au Art Basel à Miami. Ça va être la première fois qu'on va découvrir les images de ce nouveau film de Tim Burton, avec donc Amy Adams qui incarnera Janis Joplin et Christophe Waltz. Pour revenir sur l'époque Woodstock, puisqu'on parle de Janis Joplin, je le rappelle, les films qui ont traité la période Woodstock, vous me mentionnez tout à l'heure quand on parlait de la chronique, bien évidemment, de Forrest Gump. On se rappelle très bien de Jenny qui se retrouvait au festival. On se rappelle de Jenny qui participait, on voyait bien la mention de Woodstock dans le personnage de Jenny qui devient hippie. Il y a des films justement sur Woodstock, sur le phénomène Woodstock. Alors, il y en a un, ça s'appelle Hotel Woodstock. C'était Ang Lee qui avait, le réalisateur de Brokeback Mountain, qui avait réalisé ce film. Et là, alors, on se concentrait sur comment Woodstock avait été créé. Et en fait, ça se basait sur la vie de celui qui a en fait aidé le festival en faisant profiter les organisateurs de sa licence qui lui permettait d'organiser un tel événement. Alors, quand vous entendez la voix de Janis Joplin, ça vous fait pas penser à Asaf Avidan? Voilà, exactement. C'est plutôt quand on entend la voix d'Asaf Avidan qu'on pense à Janis Joplin. Asaf Avidan, donc artiste israélien très connu, mais ils ont vraiment exactement la même très voix. Similaire. Mais je pense qu'il a dû commencer sa carrière en imitant Janis Joplin. Vous pensez ?
c'est quand même assez incroyable. En tout cas, ça lui une réussit voix bien, masculine qui est si similaire à la voix de Janis Joplin. Déjà, en tant que femme, imiter Janis Joplin, c'est impossible. Mais c'est pour voir. Je pense qu'on va regarder en image plutôt. On va regarder ça en image alors. On va se rappeler de Janis Joplin en image avec Pieces of My Heart, non? Ouais, on y va, on regarde. Écoute. You know you got it if it makes you feel good. Come on, man. Hey, everybody's bound to be looking good. But they always trying. Every time deep inside. And each time I tell myself that I think I've had enough, babe. Alors ce biopic, ça va traiter bien sûr de la carrière professionnelle de Janis Joplin. Ouais, il y en a plus d'articles. Asaf Avidan. Asaf Avidan, et on lui souhaite pas la même mort en tout cas. Mais oui, donc le biopic de Janis Joplin. On peut lui souhaiter la même carrière. Sur quoi va se concentrer ce biopic à part justement sur Alors, on n'a pas beaucoup de détails. On imagine bien évidemment que ça va parler de la période Woodstock, que ça va certainement relater toutes les péripéties amoureuses de Janis Joplin, puisqu'on sait qu'elle en a eu quand même pas mal. Et on espère aussi que ça va se concentrer bien évidemment sur la musique, mais il n'y a vraiment pas encore beaucoup de détails. On sait juste que la production commence en 2015 et que le film sortira en 2016 et que certainement Amy Adams se récupérera un petit Oscar au passage. Merci beaucoup Laetitia Loreni, merci Laura Duhamel d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour un nouveau morning sur i24 News. En attendant, restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant et toujours sur i24 News.